On ignore si Anthony Blinken, amateur de football, à part les ballons ronds avec Mohamed Ben Salman. En tout cas, l'Arabie Saoudite affole ces derniers jours la planète football à coups de centaines de millions d'euros. Après Cristiano Ronaldo, il y a quelques mois, c'est Karim Benzema qui rejoint le championnat saoudien avec un contrat faramineux avec le club d'Al-Ittihad. C'est un club de Jeddah. N'Golo Kanté, c'est désormais officiel, vient de s'engager dans la même équipe. Lionel Messi, en revanche, s'éloigne de la péninsule arabique. Il pourrait trouver prochainement un accord avec la Ligue américaine et l'Inter Miami. Voilà en tout cas qui amène à des questions sur la politique d'influence de l'Arabie Saoudite à travers le sport. On en parle avec Kevin Vessière. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes politologue, fondateur du FC Geopolitics, auteur du livre Mondial Football Club Geopolitics, 22 histoires insolites sur la Coupe du Monde de football. Sébastien Boussois, merci d'être avec nous. Vous n'êtes pas spécialiste du sport et de la politique, mais en tous les cas de la géopolitique du Moyen-Orient. Vous êtes à Bruxelles, vous avez consacré plusieurs ouvrages aux pays du Golfe, notamment le Qatar et les Émirats arabes unis. Kevin Vessière, on commence avec vous. À 35 ans, l'attaquant français et ballon d'or Karim Benzema a saisi donc le pont d'or financier proposé par le championnat saoudien. Quelques mois après Cristiano Ronaldo, quelle est la portée de ce transfert selon vous? On parle d'un contrat de 3 ans et là les chiffres oscillent. Au départ on disait contrat de 2 ans et 100 millions par an. Là il s'avère en tout cas c'est au moins 200 millions voire 300 millions d'euros. C'est quoi la portée de cette affaire selon vous? Oui, effectivement, c'est des montants relativement importants. Et en fait, la portée, c'est surtout que l'Arabie Saoudite veut construire son prochain grand championnat national. Et pour ce faire, c'est vrai qu'il n'avait que Cristiano Ronaldo en début d'année. Et maintenant, avec la fenêtre du mercato qui s'ouvre, ils vont essayer en tout cas de faire en sorte que de plus grandes stars du football puissent rejoindre ce projet. À la fois des stars de football en termes de sportifs, puisque finalement Cristiano Ronaldo et Benzema, c'est aussi des ballons d'or, mais aussi en termes d'influence, puisque c'est quand même des joueurs qui sont très suivis sur les réseaux sociaux et que ça puisse aussi participer à la stratégie de l'Arabie Saoudite pour promouvoir son territoire à l'international. Alors ce n'est pas tout, plusieurs noms sont cités. Alexis Sanchez, l'attaquant de l'Olympique de Marseille, attaquant chilien. On évoque aussi, pourquoi pas Hugo Lloris, Luka Modric, l'attaquant croate Sergio Ramos, défenseur espagnol, ex du Real et qui joue actuellement au Paris Saint-Germain. L'idée en fait c'est de mettre un pilier, un grand nom dans chaque club. Oui, c'est ça, et surtout que en début de semaine, Mohamed Ben Salman a dévoilé son plan, en tout cas, d'investissement et de privatisation des clubs, avec clairement marqué sur le papier, en tout cas, que les 4 plus gros clubs d'Arabie Saoudite allaient rejoindre le fonds d'investissement souverain, et qu'après, en tout cas, ces 4 clubs allaient être dotés de 3 stars internationales, et après, les autres clubs du championnat saoudien dotés aussi de stars du ballon rond. Donc, il y a véritablement l'idée de rendre cette ligue très compétitive sur le plan sportif pour ensuite mieux l'exposer au niveau international, notamment en termes des diffuseurs et des chaînes de télévision. Alors Sébastien Boussois, je rappelle qu'on parle football, mais qu'il y a aussi un championnat de Formule 1 depuis 2021 à Jeddah. D'ailleurs, seul circuit urbain au monde, il me semble. Il y a aussi il y a Monaco. Monaco également, pardon, le circuit princier, si l'on peut dire. Je disais Sébastien Boussois, donc la Formule 1, les Jeux asiatiques d'hiver, ce sera en 2029, ce qui fait polémique d'un point de vue écologique. Pourquoi l'Arabie Saoudite et Mohamed Ben Salman se mettent à dépenser sans compter dans le sport et en particulier dans le football, selon vous? Je crois qu'il y a une volonté de la part de l'Arabie Saoudite d'essayer d'améliorer une image qui était catastrophique depuis des années, et que ce soit l'affaire Khashoggi, que ce soit la guerre au Yémen ou la politique tout à fait erratique au niveau international de Mohamed Ben Salman, sur le modèle d'ailleurs d'un de ses mentors qui était Donald Trump. Il y a une volonté aujourd'hui d'apporter du pain et des jeux aux Saoudiens, bien sûr, mais de faire venir l'Occident à l'Arabie Saoudite, parce qu'en réalité, les Occidentaux ont investi beaucoup côté Émirats et côté Qatar, et vice-versa. Mais c'est très difficile encore d'attirer d'un point de vue touristique et d'un point de vue d'image les Occidentaux vers l'Arabie Saoudite. Ce n'est pas forcément le premier pays qui vous vient à l'idée quand vous avez envie de faire du tourisme dans un pays arabe, vu évidemment le net retard de développement. Mais Sébastien Boussois, pardonnez-moi de vous couper, mais le Qatar a fait beaucoup. Il a même organisé la Coupe du Monde de football, premier pays arabe à organiser un mondial de football. Pour autant, au contraire, j'ai envie de dire, ça a jeté une lumière crue sur le sort des travailleurs étrangers, notamment asiatiques, qui ont construit les stades, sur la question aussi du droit des femmes, des droits humains en général. Donc on voit pas en quoi ça peut améliorer l'image d'un pays de faire venir Ronaldo, Benzema. Vous le voyez bien, la Coupe du Monde, c'est pas uniquement malheureusement la question des travailleurs étrangers qui a progressé au Qatar, malheureusement la question du droit des femmes qui progresse un peu quand même dans les pays du Golfe. Et je dirais que l'image aujourd'hui de ces pays du Golfe, elle est évidemment très ambiguë. Kevin Vessière l'a rappelé,
les réseaux sociaux explosent de tous ces clubs parce que ces clubs saoudiens rachètent ces sportifs et font doper l'image. Vous savez, un sportif ou en tout cas un fan de football ne va pas forcément aller jusqu'à la question de la géopolitique et la question des droits de l'homme. Si on commence à entrer dans cette histoire, vous voyez bien qu'aujourd'hui, les 3/4 de l'humanité sont dans une passe un petit peu compliquée aussi par rapport à ça. Moi, je pense que la Coupe du Monde au Qatar a été un succès, que ce soit en termes d'image, que ce soit en termes de diffusion, que ce soit en termes de téléspectateurs. On l'a bien vu, je crois que l'Arabie Saoudite essaye d'emboîter le pas, comme les Émirats l'ont fait aussi. Vous êtes d'accord avec ça? Vous acquiescez? Oui, par rapport à la Coupe du Monde au Qatar, c'est vrai que, comme vous l'avez rappelé, il y a eu beaucoup de critiques en amont, surtout pour la capacité d'organisation d'un petit pays quand même, comme le Qatar, qui n'avait pas cette culture sportive. Et finalement, les critiques, on en a beaucoup moins parlé lorsque la compétition a commencé. Ouais. Et ça a été un succès, sportif. Et il n'y a pas eu aussi de baisse d'audience au niveau des principaux pays qui critiquaient en tout cas cette Coupe du Monde au Qatar. Et on a vu aussi que, lorsque l'Argentine a remporté cette compétition, il y a Léo Messi qui a soulevé cette Coupe du Monde aux côtés de l'émir du Qatar, Tamim Al Thani, qui lui fait revêtir un costume traditionnel. Et ça venait finalement reboucler la boucle pour dire que cette Coupe du Monde, c'était le succès du Qatar avant tout. Et après, on va le voir, c'est pour ça que l'investissement aussi progresse au niveau du Golfe Persique. Aussi, la Coupe du Monde qui mettait en lumière le Golfe Persique au niveau international. Ouais, et sous un autre jour, et l'aspect sportif. Alors, longtemps écarté des investissements dans le sport, l'Arabie Saoudite imite de plus en plus le Qatar. On voit bien entendu le bras de fer à travers le sport. Le fonds d'investissement public saoudien a déjà racheté Newcastle. Même question, pourquoi ce réveil soudain selon vous? On parle aussi en France, pourquoi pas, même si ce n'est pas la première fois, du rachat de l'Olympique de Marseille. Là encore, on pousse au bout. Il y a rivalité PSG-OM, d'un côté le Qatar, de l'autre l'Arabie Saoudite. Pour l'Arabie Saoudite, au-delà de l'image et de la marque d'influence, quel est l'intérêt? En fait, il y a une accélération, surtout depuis 2017, que finalement, Mohammed Ben Salman est devenu véritablement le prince héritier de l'Arabie Saoudite, et c'est lui qui gérait finalement les affaires après de cette pétromonarchie. Et il a voulu en tout cas rattraper le retard par rapport au rival qatari. Et c'est vrai que le Qatar, en tout cas, a mis en place cette politique-là depuis 1995, et l'Arabie Saoudite a voulu finalement rattraper ce retard-là à coup de grands investissements, et ça se fait sur différents plans. Par contre, il y a une stratégie différente, puisque là, effectivement, l'objectif avec ces différentes stars qui rejoignent la ligne saoudienne, c'est véritablement de faire en sorte que ce championnat saoudien mette en lumière à la fois l'Arabie Saoudite et aussi ces différents projets touristiques par la suite. Sébastien Boussois, Mohammed Ben Salman et l'Arabie Saoudite à travers le football aujourd'hui, c'est l'occasion d'en parler. C'est vrai que c'est un homme qui était au banc des nations avec l'assassinat du journaliste au consulat saoudien d'Istanbul. Il est revenu sur le devant de la scène internationale. Que joue-t-il dans cette affaire sportive selon vous, MBS? Il joue tout, il joue sa durée, il joue sa crédibilité. Mohamed Ben Salman est un leader politique qui passe beaucoup de temps à jouer sur les jeux vidéo, ce qui parfois limite un peu la séparation entre la vraie vie et la vie tout à fait artificielle, ou ce mirage d'images que l'Arabie Saoudite essaye parfois de vendre. Ce qui est clair, c'est qu'il y a aussi un intérêt pragmatique de l'Arabie Saoudite qui sait que la rente pétrolière, à un moment ou un autre, s'arrêtera. Et la question de la diversification de l'économie est fondamentale. C'est la fameuse vision 2030 qui, pour moi, arrive un peu tard, contrairement à ses pays voisins et rivaux, mais que ça soit Neom, la ville futuriste, que ça soit le rachat des clubs de sport, que ça soit l'envie d'avoir le mode de vie occidental, ou que ce soit Live Nation, par exemple, le spectacle vivant, il investit tous azimuts pour être sûr de s'assurer à un moment ou un autre un retour sur investissement dans les années à venir, parce que les hydrocarbures s'arrêteront et qu'il faut continuer aussi à montrer aux Occidentaux que quelque part les Saoudiens cherchent à avoir un mode de vie plutôt sympa. Vous savez, tous ces dirigeants des pays du Golfe passent leur vie à Londres. C'est pas non plus un hasard. Ils aiment quand même bien notre mode de vie. Ouais. Et il y a quelque chose qu'on n'a pas encore dit, Kevin Vestiaire, c'est que le football, c'est le sport le plus populaire du monde. Et à un moment donné, il y a des polémiques, il y a des réalités, mais la passion finit par l'emporter. Effectivement, la passion finit par l'emporter, comme on a pu le voir avec cette Coupe du Monde au Qatar. Et comme effectivement ça a été rappelé aussi, c'est vrai que tous ces enjeux de soft power et aussi de géopolitique, si des stars comme Cristiano Ronaldo ou Benzema rejoignent l'Arabie Saoudite, les fans de football vont d'abord regarder l'aspect sportif et après l'aspect de l'Arabie Saoudite derrière. Donc c'est vrai que là-dessus, en captant ce levier
levier-là qu'est le football et aussi le sport, l'Arabie Saoudite cherche en tout cas à améliorer son image au niveau international. Par contre, effectivement, ça a toujours ses limites parce que comme on l'a vu avec le Qatar, ça met aussi le braqueur sur notamment les atteintes aux droits de l'homme par rapport à l'Arabie Saoudite. Et au-delà de la question des droits humains, est-ce que ça ne soulève pas d'autres problèmes? On sait qu'en Europe, il y a par exemple un fair play financier, en tout cas par exemple en France. On sait que l'UEFA fait attention. Il y a des clubs qui ne peuvent pas recruter parce qu'ils ont trop dépensé. Visiblement, ce n'est pas le cas concernant l'Arabie Saoudite. Du côté de Messi, l'attaquant argentin, on parle aux États-Unis d'un contrat là aussi mirobolant. Est-ce qu'il n'y a pas une inéquité, j'ai envie de dire, sur la scène footballistique mondiale à cheval avec la politique là? Finalement aussi, c'est-à-dire que, en tout cas pour le cas de l'Arabie Saoudite, derrière, c'est vrai qu'il y a ce fonds d'investissement souverain qui... Même si le Real Madrid est un club étatique, on le dit aussi parfois, avec le roi d'Espagne derrière. Mais c'est vrai que vu les millions qui sont en tout cas mis en place pour attirer les plus grandes stars internationales au niveau de l'Arabie Saoudite, il y a très peu de clubs finalement européens qui peuvent s'aligner. Et aussi, il y a cette volonté offensive parce qu'il y a en tout cas un retard à attraper aussi par rapport au top 4 européens. Et notamment pour en tout cas l'Arabie Saoudite, l'objectif c'est d'être le grand pays d'Asie du football et après à très long terme d'être le grand championnat derrière ce top 4 européen en termes de diffusion à l'international. L'argent coule à flot. Le Real Madrid a acheté aujourd'hui un joueur de 19 ans qui joue au Borussia Dortmund. Il est anglais, 103 millions d'euros, c'est le montant du transfert. Sur cette question de Messi, j'ai regardé un peu votre football club géopolitique. Vous avez taclé son voyage récent en Arabie Saoudite en tant qu'ambassadeur. Il reçoit déjà de l'argent, Messi, du Royaume, pour promouvoir le tourisme. Pourquoi est-ce que vous avez taclé, d'ailleurs le PSG l'a sanctionné, pourquoi vous avez taclé ce voyage? Je me souviens pas forcément d'avoir autant taclé que cela. Mais après, effectivement, non, c'est juste que, en tous les cas, il joue pour un club qui est possédé par le Qatar et il fait la promotion du tourisme d'un pays rival, même si ça va mieux entre les deux. Mais après, effectivement, entre les deux pays, ça va mieux. Et puis aussi, ça a été illustré durant la Coupe du Monde de Qatar, puisque MBS et Tamim Al-Thani, on a vu qu'il y avait quand même de grandes scènes pour montrer que ça allait mieux aussi entre les deux dirigeants. Mais après, non, je pense que la principale critique finalement que moi j'ai pu faire, c'est qu'il était sous contrat avec le PSG et que le PSG était le club actuellement était en difficulté sportive pour remporter le titre et du coup, il avait passé outre les prérogatives du club. Après, on a vu que finalement après, finalement, on a vu que ça s'est finalement mieux passé et ça n'a pas forcément après contribué à la poursuite de Léo Messi au niveau du PSG. Et c'est toujours effectivement un peu un rendez-vous manqué entre Léo Messi et le PSG, où le PSG espérait en tout cas changer de standing et remporter la Ligue des Champions avec cette star argentine. Sébastien Boussois, Qatar, Arabie Saoudite, qui d'autre après dans la région, les Émirats Arabes Unis, où c'est pas trop leur tasse de thé, le football? Même si on me signale effectivement que les Émirats ont déjà Manchester United. Ou voilà, City, je ne sais plus. Manchester City, pardon. Voilà. On a tous toujours un doute, en tout cas dans la limite de mes connaissances sur le sujet. Les Émirats ont effectivement cherché à peser dans cette question également du sport, comme ils le font dans la question des médias. On voit bien évidemment que ce sont des rivalités et des volontés de pouvoir chacun avoir ou bien son championnat ou avoir son foot. On l'a vu effectivement également avec la question du Paris-Dakar, enfin le Dakar en l'occurrence. L'Arabie Saoudite a récupéré au nom des questions sécuritaires d'ailleurs qui apparemment étaient compliqué en Amérique latine après avoir été très compliqué au Sahel. L'Arabie Saoudite s'est présentée comme le sauveur de la compétition. Je crois qu'il y a évidemment une forme de course à l'échalote. Le Qatar va partir sur la question des Jeux Olympiques. Qui de tous ces pays aura les Jeux Olympiques à un moment? Je crois que le Qatar cherche à avoir je dirais le trophée, le championnat le plus important. Il y a la Coupe du Monde et ensuite il y a les Jeux Olympiques. Vous savez comment fonctionnent les pays du Golfe, c'est cette course un peu sans fin. On verra bien, mais en tout cas, les uns et les autres se positionnent de manière radicale dans des événements qui sont regardés par le monde entier, ce qui est un moyen évidemment de faire focus et de faire projecteur et lumière sur leur pays. Et je pense que c'est ça aussi qui peut les faire avancer et évoluer de manière positive, c'est qu'à un moment, ils n'ont plus le choix que d'évoluer, d'essayer de rejoindre les standards internationaux, parce que s'ils récupèrent un événement international, ils savent très bien que pendant des mois, ils vont avoir l'ensemble des médias sur la tête. Sébastien Boussois, sur l'Olympique de Marseille, le Qatar, il n'y avait pas que le Paris Saint-Germain, il y avait beaucoup d'investissements en France. Il y a notamment les arts, la culture, mais aussi le sport donc et le football. Si, je dis bien si, l'Arabie Saoudite rachète l'OM, quel en serait l'impact en France? Est-ce que forcément, il y aurait plus d'investissements de l'Arabie Saoudite? Je ne sais pas, notamment dans la région du Sud. Rappelons d'ailleurs que le club préféré du président français Emmanuel Macron, c'est l'Olympique de Marseille. Ça peut être quoi les retombées? On sait que c'est l'un des clubs les plus populaires en France.
Donc vous n'êtes pas sans savoir que la relation d'Emmanuel Macron est beaucoup plus forte avec les Émirats arabes unis qu'elle ne l'est avec le Qatar. Donc il est quelque part cohérent en étant fan de l'OM. Comme ça, il n'a pas évidemment à trop se mouiller en ce qui concerne la question du Enfin, il n'est pas PSG. fan de l'OM pour des raisons géopolitiques hein, quand même. Hein. Oui, Il l'est depuis longtemps. Non, mais voilà, oui, Ouais. voilà. Mais ce que je veux dire derrière ça, c'est que il n'a pas forcément viré sa culture. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le problème fondamental dans la relation entre les pays de la région, c'est pas tant l'Arabie Saoudite et le Qatar que le Qatar et les Émirats, même s'ils se sont réconciliés il y a 2 ans à l'issue du blocus, je dirais les rancunes restent quand même tenaces. Et puis, c'est aussi une forte concurrence entre les Émirats et le Qatar qui dépasse même la région. Ce sont deux visions du Moyen-Orient. Et ce sont tout simplement aussi des pays entrepreneurs qui veulent évidemment avoir pignon sur rue un peu partout dans le monde. Donc c'est le club de foot, c'est des universités, c'est des musées, c'est des championnats et c'est des compétitions sportives. Merci beaucoup Sébastien Boussois, merci beaucoup Kevin Vesser pour votre éclairage. Donc un sujet sur lequel on sera amené à revenir forcément ces prochains mois.